Non, c'est pas moi en fait. C'est pas moi, non, c'est pas. Non, j'ai pas osé. Bonjour. Qui est développeur de thème ou de plugin? PHP, oui, j'imagine que tu vas toucher à WordPress peut-être. Ou tu peux t'y mettre. Je vais essayer. Bah, c'est bien. Je me présente rapidement, je m'appelle Julio Potier, je suis consultant sécurité web, je fais du développement seulement sur WordPress par choix, parce que j'aime bien WordPress et puis je peux me le permettre, tant mieux. Et puis aujourd'hui j'ai envie de vous parler du chargement de WordPress, parce que à chaque fois qu'on charge une page, que ce soit le front ou le back, finalement on n'arrête pas de charger WordPress, mais comment est-ce que ça se charge? Et au niveau pour un développeur, qu'est-ce qu'un développeur a besoin de savoir à propos du chargement du corps de WordPress? Donc en fait, on va faire ça avant. Pour que WordPress se charge, il utilise des bootstraps. Donc des bootstraps, c'est des fichiers qui vont permettre à WordPress d'aller chercher d'autres fichiers pour ajouter ses API, etc. Ce qui va vous permettre d'utiliser finalement WordPress. Et il y a beaucoup de bootstraps dans WordPress. Certains, vous les connaissez sans le savoir, comme par exemple wp-config qui était un bootstrap, donc on ne va plus l'utiliser aujourd'hui, on va voir après. L'index.php qui est celui de la racine du blog, c'est un bootstrap. À chaque fois que vous chargez la page du front, c'est ça. XMLRPC en est un autre. Le blog header, le wp-load, l'administration, et l'admin post et l'admin ajax. Donc en fait, il y a un bon paquet de bootstraps. Certains, on n'a pas besoin de les utiliser spécialement, comme par exemple tout simplement l'administration. Il suffit de se rendre à l'administration pour avoir bootstrappé WordPress côté back-end. Si on parle du wp-config au niveau du bootstrap, je vous dis tout de suite, c'est déprécié, on ne le fait plus. Ça se faisait avant. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une ligne de code qui est if not defined ABS pass. Mais en fait, vous pouvez la supprimer cette ligne, ça fonctionnera tout de même puisque c'est défini plus tôt, puisqu'on n'est plus censé faire un bootstrap avec ce fichier. Donc on l'oublie. L'index, évidemment, vous le connaissez, c'est celui pour le front-end. C'est le plus utilisé puisqu'à chaque fois qu'il y a la moindre page du front qui se charge, c'est ce bootstrap qui est chargé. Vous n'avez rien à faire niveau code puisque c'est le corps de WordPress. Vous n'avez rien à ajouter, rien à configurer. Et c'est destiné à toutes les personnes qui ont besoin de leur WordPress complet, c'est-à-dire le template, les pages de template, le thème, le CSS, les scripts, tout, les CPT, etc. Tout ce que vous avez besoin pour que votre site fonctionne. Le XMLRPC, ça c'est évidemment le protocole XMLRPC. Ça permet de contrôler WordPress. Vous l'utilisez habituellement pour les pings, les trackbacks, des choses comme ça. C'est même invisible. Vous n'avez pas spécialement à faire vous-même des appels manuels là-dessus. Et ce sera remplacé par JSON-REST, même si ça, je pense que ça continuera à exister. Mais le JSON-REST va aussi pouvoir permettre ce genre de choses. Vous entrez, s'il vous plaît. Vas-y. Tu es en retard, Maury. Si tu me rentres, vas-y. Un autre bootstrap qui est beaucoup moins connu, qui est en fait chargé lui-même par WordPress dans l'index, c'est WP Blog Header. Donc la différence, c'est que les templates ne seront pas chargés. Quand je dis les templates, je n'ai pas dit le thème. Le thème sera chargé, mais pas ses templates. Donc le fonction sera chargé. Le WordPress saura quel est le thème actif, saura connaître le lien, le chemin et l'URL du thème, mais il ne va pas charger de template. C'est d'ailleurs pour ça que la constante n'est pas définie. Si elle avait été définie sur vrai, alors les templates auraient été chargés aussi. C'est ce que fait le Bootstrap Index. Et vous aurez chargé les plugins, la main query et toutes les API. Donc en fait, la seule différence avec votre front habituel, c'est que vous n'aurez pas de visuel de votre site. Vous aurez logiquement une page blanche, mais les plugins seront là, les API seront là, etc. Le wp-load, celui qui est le plus utilisé quand on utilise vraiment des bootstraps, ça va charger toutes les API et les plugins. Vous n'aurez pas le thème et pas la main query. Et il y a la fameuse constante short init qui est possible, c'est-à-dire qu'avant d'appeler du wp-load, après on va voir du code. Pas de souci. On peut définir la constante short init sur vrai, et dans ce cas-là, WordPress va se charger beaucoup plus rapidement parce qu'en fait, il ne va pas charger les plugins, pas les traductions. Il va enlever plein d'API. Et si vous avez besoin d'une API spécifique, à vous de faire le require pour aller dire ok, j'ai besoin de la traduction, ok, j'ai besoin d'HTTP, etc. Mais on a le gros minimum, on a les requêtes.
en base de données qui sont possibles, mais il n'y a pas de main query. C'est-à-dire que là, WordPress n'est pas dans une boucle, il ne sait pas si vous êtes en train de charger des articles, etc. Là, c'est vraiment à vous de le faire si vous avez besoin de le faire. Le bootstrap de l'admin, c'est celui pour le backend évidemment, c'est celui qui est utilisé par WordPress. Une fois de plus, rien à faire niveau code. On peut presque l'oublier, encore une fois, il suffit d'aller dans le backend. L'admin post, qui connaît admin post en PHP? Qui l'utilise? 3? T'as levé ta main? Oh bien, 4. Qui dit mieux? Punaise, 4 personnes. Alors, peut-être vous connaissez admin Ajax? Il y a plus de mains pour admin Ajax? Ok, bah si vous connaissez admin Ajax, vous devriez connaître admin post. C'est la même chose, mais pour les requêtes qui ne sont pas de l'Ajax. Vous pouvez envoyer en fait sur admin post des requêtes en get ou en post. Il va aussi vous faire un retour. Mais là, vous ne le faites pas par exemple pour la requête Ajax, puisqu'il y a justement le fichier Ajax qui est dédié. Mais je prends l'exemple du cas où théoriquement, vous devriez faire vos développements en pointant toujours sur admin post. Vous gérez vos formulaires d'envoi sur admin post, vos clics d'action sur admin post. Et quand vous souhaitez le faire en Ajax, pour dire en fait, je voudrais que ce soit instantané avec un petit changement, si la couche JavaScript est activée sur le navigateur de la personne, donc si elle n'est pas simplement désactivée, alors à vous de dire attention, sur le clic Prevent Default, maintenant je prends la main, et au lieu d'admin post, je prends l'admin Ajax, et le reste passe quand même. Je vais quand même envoyer la post, le get, etc. Mais grâce à admin post, vous aurez géré le cas du non-JS. Comme ça, vous aurez fait le développement dans les deux sens. Et vous ne perdez pas plus de temps. Et ne refaites pas votre propre bootstrap à faire j'envoie ma requête sur ma propre page, puis je gère est-ce que if post a été machin. Non, là, vous risquez de rater les hooks qui sont dans admin post. On va aussi les voir après. Et la même chose en admin Ajax, je redis la même chose, utilisé par WordPress, sauf que ce sont pour les requêtes Ajax. Et la même chose, vous ne faites pas votre propre bootstrap. J'ai déjà vu des thèmes et des plugins qui ont leur propre fichier Ajax. Le souci, c'est que ils se disent on va aller plus vite, on va pas mettre les hooks de WordPress. Le problème, c'est que si j'ai besoin moi d'aller lire ce que va faire l'Ajax, je vais pas pouvoir. Et là, on se retire un morceau de WordPress, ça peut être assez gênant quand même. Ça, c'est un petit graphe que j'ai fait pour savoir quel est le bon bootstrap à charger, sachant qu'au final, il n'en reste que 3. Première question à se poser, c'est est-ce que j'ai besoin de mon thème sur le front-end? Si j'ai besoin du thème, alors forcément, ce sera l'index. Il n'y a que l'index qui va charger physiquement le thème dans le front-end. Si on n'en a pas besoin, on va se demander est-ce que j'ai besoin de la requête principale, la main query. Celle qui va me dire je suis en train de charger la page des blogs, je suis sur une page d'archives, j'ai un article en vue. Si j'en ai besoin, je vais chercher blog header, donc j'aurai la requête principale, mais je n'aurai pas le template chargé, donc une page blanche. Si j'ai pas non plus besoin de la main query, je descends sur est-ce que j'ai besoin des plugins et de toutes les API disponibles. Si j'en ai besoin, j'arrive sur vpload, c'est le cas le plus courant finalement quand on fait un bootstrap. Et si j'ai pas besoin de ça, je fais la même chose, mais d'abord je fais une define de short init sur tout. Grâce à ça, je vais augmenter énormément le temps de chargement. Si vous voulez voir où est-ce que WordPress fait son short init, c'est à la racine wp-settings. J'ai envie de dire même pas un quart du fichier, il s'arrête if short init égale true, return, terminé. Alors maintenant, comment bootstrapper? Là, on vient de voir, on peut choisir le fichier, on a vu un bon petit paquet, on sait à peu près à quoi ça sert. Sinon, vous lirez les slides. Comment bootstrap? Alors, si on veut créer une application, vous utilisez WordPress en tant que framework seul. Donc, c'est le cas où justement, je veux dire, j'ai ma page blanche, j'ai des API chargées, maintenant, j'ai envie de faire ce que je veux avec. Bon, on va faire ce genre de choses dans un fichier, à la racine de l'installation, par exemple. Je fais mon require de vpload parce que je sais que j'ai besoin des API, des plugins, mais pas du template. Et puis après, je suis libre de faire ce que je veux. Je peux aller faire un remote get sur une adresse. Je peux aller faire des requêtes en base de données. Je peux aller faire des get posts de mes derniers produits dans mon e-commerce. Je peux afficher un flux RSS, etc., etc. Et à moi de traiter si j'ai besoin d'un affichage ou pas. À moi de dire, je vais faire un retour en JSON. Ou... Là, je suis en train de faire ma propre application qui utilise le framework de WordPress sans avoir chargé un WordPress complet. Dans le cas où... pour un thème ou un plugin perso, vous voudriez apporter votre propre bootstrap. C'est là où c'est finalement un peu plus rare parce que théoriquement, l'admin post devrait pouvoir gérer tous ces cas-là, mais au cas où vraiment vous avez besoin, la chose à ne pas faire, c'est ça. Si vous êtes dans votre plugin ou dans votre thème, vous savez que vous avez une arborescence. Donc théoriquement, là, on est dans le dossier du plugin, je sors du dossier du plugin, je sors du dossier content, je reviens à la racine, il y a vpload. Oui, ça c'est le cas où si vraiment la constante WP plugin dir n'a pas été modifiée, parce que si la personne l'a modifiée, elle met un dossier add-on à la racine, elle sort que d'un dossier
dans l'arborescence, et non pas 3. Donc là, là vous cassez tout. Donc, soit vous montez trop haut, soit peut-être pas assez, même, pourquoi pas. Une solution qui est un peu mieux, c'est de jouer avec un while qui va vérifier si on a ou pas actuellement dans le dossier où on se trouve le VP load. Si on ne le trouve pas, on vérifie qu'on peut remonter d'un cran dans l'arborescence. Dans ce cas-là, on remonte, on recommence. Est-ce qu'on l'a trouvé là dans un cran? Non. Est-ce qu'on peut encore remonter? Oui, je remonte et on continue jusqu'à le trouver. Si on ne le trouve pas, bon, il y a peut-être un souci quand même. Si on le trouve, on fait un require once. Qui a rigolé ici? Quel est le code de l'internet ici? Bravo, oui. Petit clin d'œil. Alors, le chargement. Là, c'est vraiment le chargement de WordPress. Là, on a vu comment est-ce que WordPress va pouvoir lancer son chargement, mais maintenant, on rentre dans le chargement de WordPress. Qu'est-ce qui est chargé? Évidemment, il y a des fichiers, et dans ces fichiers, il y a des hooks. Dans chaque fichier de WordPress, il y a des hooks. On va pas pouvoir... Okay. On va pas pouvoir voir tous les hooks, évidemment. On va pas pouvoir voir tous les fichiers. Il y en a beaucoup trop. On va voir les fichiers principaux, les hooks principaux. Et quand je dis les hooks, on va même voir finalement que des actions, parce que les filtres, ça va pas nous intéresser forcément dans l'avancée de WordPress. C'est pas un filtre qui va justement ajouter des actions dans le chargement de WordPress. Je ne sais pas si vous connaissez cette image qui vient de Rarst. Je l'ai agrandi un peu pour que ce soit un peu mieux. Rarst nous a fait 3 colonnes avec une requête en front-end, une requête en admin et une requête Ajax. Ce genre de code marche aussi pour le admin post dans ce cas-là. Il a essayé de simplifier ça, je trouve ça pas mal. On va l'avoir une paire de fois là, dans le reste du temps. On s'aperçoit que dans une requête normale, on va charger index qui va utiliser les thèmes. On va charger le blog header. Donc à chaque fois, il y a un encadrement pour voir jusqu'où on va en fait, tout ce que ça va faire. On va charger ensuite le WP load. C'est le WP load qui va se charger de faire la define DB espace. C'est pour ça que dans le VP config, théoriquement, on s'en fiche d'essayer de la redéfinir puisque VP load est le bootstrap à charger et non pas VP config. Et en parlant de VP load, c'est lui qui se charge d'inclure votre fichier de configuration. Donc quand vous faites un bootstrap normal, vous avez l'index qui va charger le blog header, qui va charger le VP load, qui va charger le VP config, qui va charger le include load, qui va lui-même charger les options de votre site. Donc là, je suis déjà rentré pas mal assez loin, mais c'est important de savoir que c'est le load qui charge votre config. Et c'est aussi ce load qui va charger le include load, et c'est ce include load qui charge les options de votre site. Alors, les options de votre site, c'est bien tout ce que vous récupérez quand vous faites get option. C'est tout ce qui se trouve dans votre table WP underscore options. Bon, vous avez pas mis WP underscore, rassurez-moi quand même. Et peut-être que vous connaissez, dans la table, il y a un champ qui s'appelle autoload. Et très souvent, c'est yes. Ça peut être un no. Donc vous ajoutez une option, vous pourriez très bien mettre autoload à no. La différence, c'est que au chargement de WordPress, donc arrivé ici, il fait un get all options where autoload égale yes. Et ça, il le garde dans un tableau global. Si c'est non, forcément, ça ne sera pas inclus. Et quand vous ferez un get option de cette option qui n'a pas été incluse, là, ce sera une nouvelle requête spécifique pour elle. Donc ça fait une petite requête de plus. C'est pas méchant, c'est vraiment très léger. Quand vous créez des transientes, si vous avez un transient qui a un timer d'expiration, l'autoload sera créé à non. Et quand vous aurez besoin de faire un get transient, à ce moment-là, on ira faire une requête. Si votre transient n'a pas de durée de vie, alors il sera autoload à yes. Et donc dans les options, vous aurez ce transient. Donc ça fait partie du chargement, de savoir qu'est-ce qui se charge dans mon WordPress, quelles sont les options qui sont chargées. Ça veut dire qu'une fois que toutes les options sont chargées, théoriquement tous les get options qui ont un autoload à yes, vous les connaissez déjà, ça ne génère aucune requête supplémentaire. Il n'y a pas de perte de perf. Je reviens dessus, on continue, on a donc chargé la config qui va elle se charger d'inclure le WP settings, donc c'est la dernière ligne de votre fichier. Là où c'est écrit, vous ne touchez plus rien à partir d'ici. Puis arrivent les must-use plugins. Qui connaît les must-use plugins? Je suis content. Pour ceux qui ne connaissent pas, les must-use plugins se trouvent dans ce dossier. WP Content mu-plugin. C'est un dossier qui n'est pas par défaut dans l'installation parce que WordPress n'en a pas besoin. Mais si vous le créez, dedans vous allez lui mettre des fichiers PHP. Ils seront automatiquement inclus. Donc assez tôt, on vient de le voir, ils seront toujours chargés dans l'ordre alphabétique. Ils sont récupérés dans un tableau, il y a un sort PHP qui est fait. Et donc on se trouve ici. On vient de charger la config, VP Settings qui lui charge une flopée de fichiers, surtout des fonctions, du formatage, etc. Les must-use plugins viennent d'être chargés, et là c'est le tout premier hook de WordPress
le do action MU plugins loaded. Ici, c'est le premier hook qui est déclenché. Donc pour le déclencher, vous aurez besoin d'utiliser forcément un de vos MU plugins qui fera un add action sur ce hook. Ensuite viennent les plugins qui sont actifs, puisque les plugins ne sont pas désactivables, il faut les supprimer du FTP. Arrivent vos plugins actifs. Donc là, ils sont chargés dans l'ordre d'activation, puisqu'ils sont rangés dans un tableau. Donc à chaque fois que vous ajoutez à chaque fois que vous activez un plugin, il s'ajoute en bout du tableau. Si vous désactivez le premier et que vous le réactivez, il se retrouve en bout de tableau. Donc l'ordre finalement a une importance parfois. Il paraît même qu'on peut gagner en performance en choisissant le bon ordre. Ça va être un sacré boulot quand on en a 50. 50 la puissance combien? Puis vient ce fichier plugable.php. Plugable.php nous donne la possibilité de créer conditionnellement certaines fonctions avant que le corps de WordPress ne s'en occupe. C'est-à-dire que ce fichier contient plein de fonctions qui commencent par if function exist. Ça nous permet donc dans un plugin de pouvoir déclarer avant WordPress cette fonction. Donc ça c'est un énorme regret des développeurs, parce que le souci c'est que si deux plugins veulent le faire, un seul le pourra. Le mieux aurait été simplement de les inclure dans un fichier normal et de mettre des hooks à l'intérieur pour surcharger peut-être la fonction plutôt que permettre la réécriture finalement complète de cette fonction. Donc il faut savoir que ce fichier ne va plus bouger. Au pire il y aura des dépréciés, mais je n'en suis même pas sûr. Il n'y en aura aucune qui sera ajoutée et ils ne pourront pas supprimer ce fichier à cause de la rétrocompatibilité qu'ils souhaitent vraiment être pérenne. Maintenant qu'on a chargé nos plugins, qu'on a surchargé les fonctions plugables, on fait le do action des plugins loaded. Donc ça, vous l'avez sûrement déjà rencontré. Là, vous savez que tous les plugins ont été chargés, les MU, les vôtres, les fonctions plugables. Ensuite vient le chargement du thème. Donc chargement du thème avec le thème enfant et le thème parent. Ça se passe comme ça. D'abord, on charge le fichier functions de l'enfant, puis le fichier functions du parent. Donc attention aux fonctions qui sont justement déjà déclarées. Si vous faites fonction enfant et que vous utilisez les noms des fonctions du fichier parent, ça va faire une fatal erreur instantanément. Donc ce qui est mieux, c'est que le parent lui-même fasse des functions exist aussi. Comme ça, l'enfant peut aussi les réécrire. Puis vient le hook after setup theme. Donc là, on sait que le thème vient d'être chargé avec son fichier fonction, les templates sont dans le dossier, il sait quel est le lien du CSS, son dossier, etc. Et seulement maintenant, on commence à connaître l'utilisateur s'il y en a un ou pas. Le current user, voilà un exemple qui est correct et un exemple qui est incorrect. Le premier est correct parce que je me mets sur le hook init. Donc le hook init, il était juste avant, c'est-à-dire qu'il est juste ici, do action init. Donc WordPress est en train de charger le current user, puis ensuite il y a un init. Qu'est-ce que ça fait init? Il charge le nom et pour le plugin loaded, il ne va pas pouvoir le faire puisque sur le plugin loaded, il n'a pas du tout l'information. Donc il va vous dire que en fait current user, il ne peut pas le faire. Le hack serait de nous-mêmes faire appel à cette fonction, get current user. Puis vient un hook important dans le chargement du front, le template redirect. Le template redirect, c'est le hook qui va nous permettre de faire des redirections. Donc ça, c'est une redirection correcte. Sur le hook template redirect, si je suis sur une 404, je redirige sur la home, j'oublie pas le die. Si je le fais dans le VP-head, il est trop tard parce que dans le VP-head, il y a déjà eu du code qui a été écrit, HTML, title, etc. Le VP redirect doit faire une fonction header location en PHP. Donc il va dire, voilà, je ne peux pas le faire. Il va nous dire cannot modify header informations, headers already sent. J'ai sûrement déjà rencontré. Et puis pour ce qui est d'une requête Ajax ou une requête POST, admin Ajax, j'ai simplifié le code du core pour voir un peu les actions. Ici il y a quelques defines que j'ai enlevés, mais il fait un recurrence du load, donc en fait il fait un bootstrap aussi, exactement celui qu'on fait avec VP-load. Il fait le hook admin init. Il ajoute ses propres actions selon le get qu'il a reçu, pareil pour le post. Il met en route le heartbeat, et là c'est nos actions qui peuvent être lancées, si je suis connecté et si je suis déconnecté. Donc c'est à ce moment-là où nos actions vont pouvoir se faire. Si quand vous faites une requête Ajax, vous avez un 0, vous savez qu'il y a un problème au niveau des actions. Et pour l'admin post, ça se ressemble assez fort. On fait un require du load, on fait l'admin init, et selon qu'on est authentifié et qu'il y a une action ou pas, on peut lancer différents hooks. L'admin post no prive sans l'action, la même chose avec l'action, et si je ne suis pas connecté. Et ensuite je suis connecté avec un admin post sans action, et si avec une action.
Donc admin post c'est celui de WP admin. Et quand on regarde dans l'admin request, on s'aperçoit qu'il y a encore d'autres fichiers, admin header et admin footer. Bah, ouvrez-les, regardez s'il y a des actions qui vous intéressent dans le header ou dans le footer de l'admin. Je ne peux pas vous donner toutes les actions, il y en a 2500, plus de 2500 actions et filtres. Le but c'est que j'essaie de vous montrer la façon dont on cherche les hooks, la façon dont on charge WordPress. Des hooks, donc on a vu qu'il y avait le New Plugins Loaded, c'est le premier hook qui est possible. Il y a ceux de vos plugins, puisqu'à l'intérieur de vos plugins, vous pouvez mettre des hooks. On a le hook Plugins Loaded avec vos plugins qui viennent d'être chargés. L'After Setup Theme pour les thèmes qui viennent de l'être. L'init qui a été, où WordPress a été initialisé. L'admin init, c'est le backend qui vient de l'être. Donc les deux se font. L'init, c'est pour front et back. Et l'admin, c'est que pour l'admin. Le hook Pre-Get Post qui va vous permettre de hacker les requêtes. Ça évite de mettre des templates qui vont faire des nouvelles VP Query alors que vous auriez simplement pu modifier la main. Le template redirect qui est le dernier hook pour pouvoir faire des redirections. Et votre thème, vous avez certains hooks qui restent obligatoires comme WP Head ou WP Footer par exemple, template part qui contient aussi des hooks. Et celui-ci, je ne sais pas si vous le connaissez, Shutdown. Quelqu'un connaît Shutdown? Toujours un même. Shutdown, donc c'est le dernier hook. Et en fait, il est géré par PHP. Ça, je ne sais pas si vous le savez. Dès que vous faites un exit, voilà une démo en fait. J'ai ajouté un hook sur Shutdown. Sur le Shutdown, je mets un VP-die, j'écris exactement ce qu'il y a ici. Sauf que ça, je l'ai déclenché sur l'admin init et j'ai juste fait un exit. Le fait de faire un exit, ça déclenche toujours le shutdown. Même n'importe où dans votre code. Dès qu'il y a un exit, en fait, si vous avez mis quelque chose sur shutdown, ça fera ça. Vous pouvez du coup faire un log. À chaque fois qu'il y a un exit, vous mettez un log, c'est possible. En fait, voilà comment ça marche dans le core. Il y a un register shutdown function et ça, c'est une fonction PHP. C'est pas une fonction WordPress. Elle ressemble à d'autres fonctions WordPress, mais ça, c'est bien une fonction PHP. En fait, c'est un hook dans PHP qui va nous permettre justement d'ajouter une callback. Et cette callback va faire le do action que moi j'ai ajouté ici. Donc ça c'est du PHP, pas du WordPress. Un autre exemple de code qui ne serait pas possible, c'est dans l'init, j'ajoute l'action de faire je ne sais quoi sur le plugins loaded. Mais ça c'est impossible. Si on revient en arrière, oui on revient en arrière des fois. On s'aperçoit que le hook init est ici et le hook plugins loaded est au-dessus. Donc évidemment ils ne sont pas dans le bon ordre. Ici, j'essaie de faire une action qui est au-dessus, donc jamais ça ne va arriver. Il n'y a pas d'erreur, vous n'aurez pas d'erreur, pas de warning, pas de notice, rien, mais ça va juste jamais arriver. Donc si vous avez des questions, je ne comprends pas, j'ai mis mon hook, ça ne fonctionne pas, regardez l'ordre de déclenchement des hooks. Un autre code qui n'est pas possible, c'est ce genre de code où vous mettez en fait directement du code à la racine de votre fichier. Ici, on est dans un plugin, donc au moment où le plugin est inclus, j'appelle cette fonction. Ça veut dire que à peine à l'inclusion, c'est-à-dire très très tôt, j'inclus et j'appelle cette fonction. Bah oui, mais VP Redirect, déjà il ne connaît pas, donc fatal erreur. Et puis front page, bah, pour lui c'est appelé incorrectement parce que c'est beaucoup trop tôt. Tout doit être dans un loop, minimum, plugins loaded par exemple. Et si on tourne en arrière, on revient sur ces derniers fichiers. Qu'est-ce que j'ai encore à dire sur lui? Oui, le dernier, c'est juste pour dire que le do action admin init, il est bien dans les deux cas. Le admin Ajax, le admin et le admin post. Où est-ce que vous pouvez trouver tout ça? Alors évidemment, dans le core, encore et encore, vous le lisez, vous l'ouvrez, vous regardez vous-même le chargement des fichiers, commencez par l'index, vous voyez ce que ça charge, puis vous voyez ce que ça charge, puis vous voyez ce que ça charge. Regardez tous les hooks qui en découlent, là vous aurez exactement le chargement de WordPress. Évidemment, vous l'aurez un peu dans le codex quand même, vous avez cette page qui est l'action référence, qui va vous donner toutes les actions qui sont faites dans l'ordre. Quand je dis toutes, dans le codex, ils vous disent qu'ils ont mis 2010, je crois. Donc vous aurez des hooks de 2010. Évidemment, il ne connaît pas vos plugins, il ne connaît pas vos propres codes. Il y a la même chose pour les filtres. Donc moi, j'en ai parlé d'aucun parce que ça n'entre pas vraiment dans le déroulement de WordPress. Le filtre est là vraiment pour prendre la main sur des valeurs et possiblement les modifier. Et l'image que je vous ai montrée une paire de fois, c'est celle de Rarst, WordPress Core Load, qui est super intéressante. Il l'a fait il y a une paire de temps et vraiment je la garde en favori, comme le template hiérarchie par exemple, c'est un bon apprentissage. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Vérifiez. Personne, c'est bien. T'as été super. Trop compliqué ou pas? Tu leur fais peur? Est-ce que c'est trop compliqué? Trop technique? Non. C'était très bien. Qu'est-ce qui manquait?
super clair en fait. C'est vrai? C'est de la pratique. Oui, oui. Ce qui serait génial, ce serait d'avoir un atelier d'une demi-journée rien que pour bosser que là-dessus. Le 10 11 12, je fais une formation sur Paris. C'est vrai, je fais une formation, c'est évidemment. En WordPress avancé et sécurité. Ça, je suis. Bah, au pire, je suis là. Je suis là aussi. Personne n'est en test. Ah! Attends, un micro. J'ai une question sur l'Ajax. Oui. J'ai vu pas mal de plugins qui utilisent nos briefs pour faire des appels depuis le front. Mais comment faire pour récupérer l'idée du post sans le choper dans un data ou autre chose, et en sachant que la requête a été faite dans le contexte de l'idée du post. Je vois ton souci. Comment est-ce que tu peux récupérer l'ID d'un post qui a été envoyé? Enfin, tu te trouves dans une requête Ajax, tu veux savoir de quel poste on vient. Ouais, parce qu'en général, Or, on vient de bootstrapper, donc on a tout perdu, on n'a plus aucune globale, on ne sait pas d'où on vient. Donc tu n'as pas la possibilité de le savoir. Tu es obligé de lui envoyer l'ID en paramètre. Mais ça pose des problèmes de sécurité, par exemple, quand on permet à un utilisateur d'éditer, je sais pas, un commentaire ou un post via Ajax, il suffit qu'il inspecte le DOM, qu'il change d'idée et puis... Et puis le token ne sera pas correct, parce que le token dépend de l'ID du post. Le token de sécurité, c'est la chaîne qui change pour chaque validation d'une action. Le token contient l'ID de l'article. Si tu changes l'ID, le token est censé changer. S'il ne connaît pas le token qui correspond à cet ID, il va se retrouver avec êtes-vous sûr de vouloir faire cela? Il n'y a pas de faille. Donc il n'y a pas de problème de... Il n'y a pas de faille à cet endroit-là. Ouais, c'est ça. Et ça, par contre, tu peux avoir le problème si quelqu'un fait son propre code et met un token très simple, genre delete. L'action de son token, c'est delete. Ah, bah, delete, ça va être valide pour tous les ID de poste. Donc c'est pas bon, il doit mettre delete underscore ID du poste. Et là, son node sera correct, puisque pour chaque poste, ce sera différent. Sachant qu'il y a aussi l'ID de l'utilisateur, donc il peut même pas envoyer son propre node à quelqu'un d'autre, ça marche pas non plus. Voilà. Je vais passer une journée complète à regarder les nodes en boucle pour essayer de hacker. Pas possible. Moi, je suis certain que ça marche. Merci.